La formation ENT inversée, proposée dans le cadre de la continuité pédagogique assurée par la DAN de Corse, va vous permettre d'aborder les notions de vigilance en termes de pédagogie numérique et vous proposer des outils pour rendre l'élève créateur dans l'ENT It's Learning LEIA. Nous allons rapidement voir ensemble, à partir de quelques notions théoriques, pourquoi est-il intéressant de rendre l'élève créateur. Et je vous présenterai deux outils qui rendent possible cela dans l'ENT, à savoir la gestion des droits des apprenants et l'évaluation par les pairs. Le numérique, en cette période de confinement, a présenté de nombreux avantages pédagogiques. Mais l'image, souvent utilisée par Marcel Lebrun, nous rappelle qu'en termes d'usage du numérique dans sa pédagogie, il s'agit de se poser la question de savoir si nous allons faire les mêmes choses autrement ou si le numérique va nous permettre de faire d'autres choses. Rappelons ici une référence en la matière, le modèle SAMER. Ce cadre, développé par Ruben Puente-Doura en 2006, illustre 4 niveaux d'intégration de la technologie dans l'enseignement et l'impact réel qu'on peut attendre sur les apprentissages. Les lettres signifient S pour substitution, A pour augmentation, M pour modification et R pour redéfinition. Le potentiel de créativité est croissant selon les 4 niveaux d'utilisation de la technologie. D'une simple amélioration de la tâche grâce à la technologie dans les 2 premiers niveaux, la substitution et l'augmentation, comme par exemple l'utilisation d'un traitement de texte au lieu d'un crayon pour écrire, à une transformation de la tâche grâce à la technologie dans les 2 niveaux supérieurs, la modification et la redéfinition. À ces niveaux-là, on demande à l'élève d'enrichir ses productions avec de l'audio, de la vidéo. Les productions peuvent être écrites à plusieurs mains, on utilise des services en ligne, l'entraide et la collaboration sont plus importants. Si on s'amuse à passer au filtre de ce modèle les classes virtuelles actuelles, effectivement, s'il ne s'agit pour l'élève que d'écouter son professeur dérouler son diaporama derrière son ordinateur, cela ne constitue qu'une substitution au cours magistral classique. Mais si au contraire, lors de la classe virtuelle, l'élève est amené à écouter le professeur, découvrir le diaporama, mais aussi poser des questions, avoir des temps de quiz et de sondage interactifs, disposer de feedback immédiat à certaines étapes du cours, pour terminer par une évaluation formative et devoir créer pour la séance suivante ou pendant la séance dans un environnement numérique une série d'exercices heures pour ou avec ses camarades, on pourrait alors probablement situer une telle classe virtuelle au niveau de la redéfinition. Cette représentation imagée du modèle SAMER sur le thème de « Qu'y a-t-il sous l'eau ?» aide à percevoir les niveaux de transformation que peuvent apporter les technologies à l'apprentissage. Pour terminer, l'intérêt de ce modèle permet surtout de se questionner, de partager entre professeurs sur sa pratique et ses choix vis-à-vis des technologies qui modifient plus ou moins nos gestes professionnels et nos scénarios pédagogiques. Passons rapidement à la taxonomie de Benjamin Bloom. Cette classification associe des habiletés cognitives à des opérations typiques, allant de la plus simple à la plus complexe. La première, la connaissance, le fait de mémoriser. La deuxième, la compréhension, le fait d'interpréter. Au niveau 3, l'application, le fait de sélectionner des données pour réaliser une tâche ou résoudre un problème. Au niveau 4, l'analyse, le fait de mettre en relation des faits et des énoncés. Le niveau 5, la synthèse, le fait de synthétiser des idées en une proposition, un plan. L'évaluation, enfin, au 6e niveau, le fait d'estimer et de critiquer en fonction de critères que l'on se construit. Des chercheurs ont eu l'idée d'associer le modèle SAMER à la taxonomie de Bloom. Il en ressort une corrélation entre les niveaux d'habileté cognitive complexes aux situations d'usage de la technologie des 2 niveaux de la transformation du modèle SAMER. L'analyse, l'évaluation et la créativité sont reliées à la modification et à la redéfinition. Pourquoi vouloir rendre l'élève créateur ? Eh bien, aussi parce qu'on parle aujourd'hui de nouveaux savoirs. Les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, mais également les savoirs-devenir. Ces vignettes empruntées à une présentation de Marcel Lebrun nous rappellent le lien entre ces objectifs de compétences et les méthodes. L'interaction et la production révèlent ici toute leur importance. Terminons le survol de ces quelques notions théoriques par l'apport des neurosciences dans l'ingénierie pédagogique. En rendant l'élève créateur de ressources dans l'ENT, pour lui et pour ses camarades, nous jouons également sur les tableaux de l'engagement actif et de la consolidation, 2 piliers incontournables de l'apprentissage. Mais finalement, tout ceci n'est pas vraiment nouveau, puisque Benjamin Franklin nous disait déjà « Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends ». Ou encore Confucius « J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends ».
Mais nous n'aurions pas vraiment fait le tour de la question si nous ne parlions pas de pédagogie inversée, voire de pédagogie renversée. Je vous laisse regarder cette vidéo de Jean-Charles Caillé pour voir jusqu'où on peut aller en termes d'élèves créateurs et de mode d'évaluation. Bonjour à tous, quelle grande classe. Je parle de vous, bien sûr. Je me présente, je suis votre nouveau professeur de génétique. Et c'est moi qui vais vous faire cours de biologie moléculaire dès le semestre prochain. Alors, vous vous attendez, sans doute, à ce que je vous fasse cours classiquement. Peut-être l'attendez-vous, peut-être est-ce votre seule raison d'être ici, dans cette belle classe de mon université. Je vous vois déjà. Le premier rang, je remarque, au premier rang, les meilleurs d'entre vous, les bons. Au milieu, les moyens. Et au fond, sans doute, ceux qui aiment moins la génétique, car j'imagine que dans d'autres cours, en anglais ou en mathématiques, vous disposez différemment. Donc je peux vous faire cours de manière classique, et ça, je sais le faire. Non seulement je sais le faire, mais j'aime le faire. Je pourrais bien sûr vous faire cours des heures et des heures, vous expliquer comment les molécules fonctionnent, les chromosomes, les enzymes, vous abreuver de ma science, vous envoyer 100% de mes connaissances et vous demander d'en retenir le maximum, d'assimiler, d'ingurgiter. Et chez vous, de travailler, sans cesse, de manière à ce que si je vous interroge en cours, vous soyez capable de répondre à mes questions et d'avoir de bonnes notes. Je vois dans vos regards que c'est exactement ce que vous attendez. Ou alors, peut-être que certains d'entre vous se disent « Pourquoi ne ferait-il pas une classe inversée ?» La classe inversée, quelque chose d'incroyable. La classe inversée, c'est très simple. On fait le cours à la maison et on fait les devoirs en classe. Donc c'est assez facile. Je vous donne des livres, je vous donne des sites internet, je vous donne des CD-ROM, et puis vous travaillez chez vous ou à plusieurs en bibliothèque, et quand vous venez en cours, nous faisons les devoirs. Je suis votre grand frère, votre père ou autre, et je vous aide. Vous me posez des questions, et j'essaye de vous aider à comprendre le cours que vous avez travaillé par vous-même. Cours académique, classe inversée, où est la différence? J'ai lu récemment, dans un article cette semaine d'ailleurs, une interview d'un de mes collègues, professeur à Paris, qui disait que aujourd'hui, si Louis Pasteur revenait sur Terre et débarquait dans un laboratoire pour découvrir la recherche, il serait beaucoup plus surpris que Jules Ferry rentrant dans une classe. Alors moi, ce que je vous propose, puisque vous êtes tous là en cours et à l'heure, c'est de faire quelque chose de vraiment poussé. Je vous propose la classe renversée, c'est-à-dire, en d'autres termes, le do-it-yourself. Le principe était simple, très simple. Vous faites tout et je ne fais rien. Donc vous allez faire vous-même, mes chers élèves, les cours. Vous allez rédiger les chapitres, faire les plans, construire les chapitres, vous les distribuer, les produire, les apprendre, et même rédiger les questions, les barèmes, poser les interrogations, organiser tout, même l'examen. Et moi, je ne fais rien, je vous regarde. Alors bien sûr, je vois déjà des regards affolés, sans doute plus au premier plan, dans les premiers rangs. Donc je vais vous aider. Je vous propose une méthodologie, je vais vous répartir en équipes, je vais vous répartir en groupes, dont je ferai le casting moi-même, avec des collègues qui vous connaissent bien, de manière à mettre dans chaque équipe des bons élèves en génétique, des élèves moyens et des élèves qui n'aiment pas trop cette matière. Et puis vous allez vous organiser, vous distribuer les responsabilités. Pour l'un, ce sera organiser le travail, pour les autres, rédiger les textes, pour d'autres, aller chercher des documents. Et donc, nous allons transformer cette classe en une sorte d'entreprise avec des équipes qui vont travailler ensemble, s'échanger la construction des connaissances. Je vous proposerai aussi d'interagir entre équipes avec une méthode que l'on a inventée qui est celle des tableaux tournants. Une méthode extraordinaire. Au lieu d'écrire sur un tableau vert, au lieu d'écrire sur les murs, nous écrirons sur des tableaux avec des roulettes, ce qui vous permettra pour chacun d'entre vous de répondre à des questions, de faire des schémas,
d'échanger des informations. Et moi, toutes les 5 minutes, je vous demanderai de tourner, de changer de tableau et de continuer le travail commencé par un autre et de compléter ainsi vos connaissances. Au bout de 3 ou 4 rotations, nous aurons suffisamment de matériel pour pouvoir travailler ensemble sur celui qui conviendra le mieux et je pourrai vous expliquer à ce moment-là les rares choses que vous n'ayez pas compris par vous-même. Puisque la meilleure façon d'apprendre est d'enseigner, eh bien, changeons les rôles. Vous allez tous devenir professeurs et je suis le seul élève. À vous l'estrade, à moi la chaise et la table. Donc je propose que vous fassiez cours, que vous m'expliquiez les chapitres et moi je vous poserai des questions de candide. Parfois des questions réelles parce que je ne comprendrai pas du tout ce que vous m'expliquez. Parfois d'autres questions un peu plus travaillées, sachant que vous avez peut-être une lacune dans l'explication que vous êtes en train de me faire. Et puis, puisque vous devenez les professeurs, tout le monde est professeur et que je suis le seul élève, eh bien vous allez me noter. Donc, vous allez surveiller mon niveau et être attentif de manière à vérifier que moi, je bénéficie bien de votre enseignement. Donc pour moi, les interrogations surprises le matin à 8 heures, pour moi les QCM, pour moi les petites questions, vous êtes libre. Vous pouvez m'interroger en me permettant d'avoir accès aux documents, sans documents. Vous pouvez aussi, et j'espère bien, me donner des devoirs. Il n'y a plus que moi qui rentre à la maison avec des devoirs. Dans mon cartable, des devoirs, et le week-end, au lieu de corriger vos copies, je ferai mes devoirs. Le cours suivant, charge à vous de corriger mes copies, de m'expliquer là où j'ai fait des fautes, et puis de me faire progresser. Alors voilà, mes chers élèves, puisque je vous ai devant moi et que je vous ai proposé cette méthode, j'aimerais bien savoir, en vous posant une question, et je vais vous la poser maintenant, il suffira de lever la main, qui parmi vous est d'accord pour vivre cette expérience avec moi pendant ce cours de biologie moléculaire? Extraordinaire. Vous répondez à la même question que celle que j'ai posée à mes élèves, sauf que je leur ai demandé par écrit, de manière à ce qu'ils ne s'influencent pas. Et ils m'ont répondu, dès l'entrée, la présentation, à 80-90% qu'ils étaient volontaires pour faire l'expérience. Eh bien, nous l'avons faite. Donc, depuis 2 ans, cette expérience existe, ce cours de classe renversée existe à l'université dans laquelle je travaille, et dans ma salle de classe, qui est très grande, avec des tables roulantes, avec des tableaux, les élèves, les étudiants, répartis en équipes, travaillent dans des business units, ils produisent les cours, ils écrivent, ils échangent, ils les publient sur des plateformes, ils peuvent les lire de chez eux, je peux y avoir accès, je travaille avec eux à distance et en présentiel. En fait, la classe de Jules Ferry est transformée en Fab Lab, un laboratoire de fabrication. Ils ne sont plus notés en connaissances. Je ne fais pas d'interrogation puisque ce sont eux les professeurs. Par contre, je vais noter leurs compétences. Quelles sont leurs compétences, leur capacité à s'organiser entre eux, les bons élèves aidant les moins bons, leur compétence à respecter les délais comme dans une entreprise. Et donc dans chaque équipe, il y a quelqu'un qui vérifie que les cours sont publiés en temps et en heure. Leur compétence à me poser des questions. Le professeur que j'étais devient directeur général, se promène dans son entreprise et passe d'une business unit à une autre en demandant si tout se passe bien. Et lorsqu'il y a des questions et des problèmes, je peux vous assurer que tous les étudiants sont attentifs. Je n'ai qu'à en capter 5 ou 6. Ceux qui ont le problème, les autres continuent le travail. Cette classe transformée en entreprise, à mon avis, surprendrait vraiment Jules Ferry, peut-être un peu moins d'autres personnages de son époque, mais au moins lui. Alors, s'il fallait retenir 3 observations, s'il fallait retenir seulement 3 choses de cette expérience qui a lieu en ce moment, puisqu'elle se continue, la première d'entre elles est au niveau des étudiants. Quel est le comportement des étudiants? Comment ont-ils vécu cette expérience? À la fin de chaque cours, et je ne les lâche jamais sans leur poser des questions les 5 dernières minutes, à la fin de chaque cours, je leur demande de répondre à des questions. Par exemple, dans l'exercice de ce matin, sur les tableaux tournants, qu'avez-vous aimé? Quels sont les points que vous n'avez pas aimés? Donnez-moi 3 adjectifs positifs, donnez-moi 3 adjectifs négatifs. Je les oblige à me donner des points positifs et des points négatifs, ce qui me permet à la fin d'avoir des regards sur les signaux faibles. L'un de mes étudiants me disant une fois, « Moi j'ai une idée des points positifs, mais j'ai du mal à trouver 3 points négatifs. » Eh bien tu cherches, sinon tu ne sors pas de la classe.
il faut être en capacité à répondre à la demande de son directeur général. Ça, c'est le point positif. Un autre point positif du point de vue des étudiants, c'est que les bons élèves trouvent de nouvelles capacités, de nouveaux plaisirs à aider des étudiants moins bons, alors que les étudiants moins bons, qui n'avaient aucune chance de se faire remarquer en génétique, sont souvent les meilleurs pour aller chercher de l'information sur Internet, pour trouver quelquefois les meilleurs films, les meilleures illustrations, mais ne sont pas capables, en discernement, de repérer les documents qui seront les mieux pour être mis dans le cours. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Tout ne fonctionne pas très bien. Le seul problème que j'ai avec mes étudiants, ce sont les premiers de la classe. Les premiers de la classe qui ont l'habitude d'écrire, d'apprendre, de noter, ceux-là ont beaucoup de difficultés. Mais on s'en sort avec la discussion. Le deuxième point d'observation, c'est l'impact sur les professeurs. Bien, figurez-vous que ma classe est ouverte. Du début du cours jusqu'à la fin, toutes les portes sont ouvertes. Les horaires des cours sont indiqués sur Internet, sont indiqués dans l'université, chacun peut venir. Donc, j'ai parfois 40 étudiants, 5 ou 6 profs qui viennent, pas forcément de biologie, des professeurs de mathématiques, des professeurs d'autres matières, qui se mettent au milieu de mes élèves, qui s'installent en classe, qui discutent avec mes étudiants. Parfois, j'ai un prof d'informatique qui aide un groupe à trouver des informations. Et donc, nous avons créé une communauté de hackers pédagogiques de manière à diffuser cette méthodologie dans d'autres matières, de manière à contaminer positivement les collègues. Et donc, aujourd'hui, nous faisons des protocoles de ce type-là en droit des affaires, en économie, en marketing et même en sciences humaines et sociales. Dernière observation, et c'est sans doute celle qui va vous surprendre le plus. En tout cas, c'est celle qui m'a le plus surpris. Les étudiants, les enseignants, le changement de posture, se comporter différemment, voilà de l'innovation pédagogique. Mais la troisième catégorie de personnes qui ont été très surprises, ce sont les entreprises. Les chefs d'entreprise, les directeurs généraux, les vrais, les directeurs de ressources humaines. Parce que tout ce que nous faisons dans cette classe renversée est publié sur Internet. Donc nous avons un blog et nous publions nos méthodologies, nous publions les notes. Quand je suis noté, mes notes apparaissent sur Internet. Une fois, un professeur de Marseille m'a envoyé un mail en me disant « Vous avez eu 8 sur 20 et normalement c'est 9, ils vous ont oublié un point. » Donc, je suis rentré dans la classe en disant « Il y a un problème, vous m'avez oublié un point pour qui je passe au vu de tous les internautes. » Les entreprises qui s'intéressent à l'innovation, qui s'intéressent à la créativité, pianotent entre des mots-clés et tombent sur l'expérience d'un prof un peu bizarre qui fait ce genre d'expérience. Eh bien, nous sommes contactés et nous travaillons avec ces entreprises parce qu'elles se posent la question de l'innovation. Qu'est-ce que l'innovation ? Comment peut-on pousser l'innovation pédagogique aussi loin? En fait, l'innovation, c'est le fruit de la créativité. Il faut être créatif. Si vous êtes créatif, individuellement ou en intelligence collective, comme dans l'exemple des tableaux tournants, si vous êtes créatif et que vous avez de nouvelles idées, il va falloir les expérimenter, faire des prototypes. Et donc la créativité, elle seule, ne suffit pas. Vous faites des prototypes, des expérimentations, c'est exactement ce que nous faisons dans la classe renversée. Nous expérimentons, nous avons des succès, nous avons des échecs, parfois, et même souvent. Et quand il y a des problèmes, les étudiants se réunissent autour de moi et on résout les problèmes ensemble. De la créativité au prototypage, on arrive à l'innovation. C'est un peu comme si vous étiez sur la canopée, le sommet d'une forêt amazonienne, où là, la biodiversité est la plus intéressante. Et je dis que cette biodiversité, cette innovation, n'a de sens que si vous l'ancrez, vous l'articulez sur des piliers fondamentaux. Donc je continue à faire cours normalement, je continue à faire des cours classiques, et lorsque nous travaillons avec des entreprises pour partager nos expériences en termes d'innovation, eh bien nous disons aux chefs d'entreprise, ne cassez pas tout, créez des espaces de créativité et d'innovation, inventez des modèles renversés, inversés du do-it-yourself et ancrez-les sur des piliers solides qui font la réussite depuis toujours de votre entreprise. Donc le vrai challenge de l'innovation n'est pas de faire des choses nouvelles. Je ne suis pas du tout innovant si je fais juste un cours inversé. Ce qui est un challenge, c'est de articuler ce qui est nouveau à ce qui est ancien. Et c'est là que l'on s'y retrouve. Enfin, pour terminer, parce que j'ai des devoirs à faire ce soir, et que lundi, ils m'attendent pour les corrections,
Je voudrais vous dire que si un jour, un matin, dans quelques semaines, vous vous promenez devant mon université ou devant une autre école, regardez bien les étudiants qui sortent des stations de métro, regardez-les bien sortir des bus, regardez-les bien se diriger vers l'université ou vers l'école. Et rien qu'à leur allure, rien qu'à la façon dont ils se déplacent, peut-être que vous vous direz que l'un d'entre eux, ce matin à 8 heures, ou cet après-midi, a peut-être un cours renversé avec un prof renversant. Je vous remercie. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, je vous rappelle que vous retrouverez dans l'ENT un espace de travail qui s'appelle Séminaire, classe inversée et neurosciences. Alors maintenant, comment fait-on pour rendre l'élève créateur et jouer sur les autorisations de ses droits dans l'ENT? Par défaut, seul l'enseignant ou l'administrateur peut tout voir, tout faire dans son espace de cours. Il a un contrôle total. L'élève, quant à lui, peut lire et participer aux exercices, aux devoirs et aux différentes tâches. Mais vous pouvez élargir les droits soit d'un groupe, soit d'un élève. J'ai ici créé pour la démonstration un dossier qui s'appelle élève créateur. Il pourrait s'appeler groupe A, groupe B, peu importe. Il me suffit ensuite de cliquer sur le groupe auquel je veux accorder des droits aux apprenants, ici le dossier élève créateur, puis de cliquer à droite sur les 3 petits points et de choisir en étape 3 autorisation. Apparaît la fenêtre suivante et sélectionnez les personnes autorisées à ajouter des éléments à ce dossier. Apparaît alors la liste des participants. Ici, je choisis les 2 élèves, Tintin et Milou. Je pourrais sélectionner toute la classe d'un seul coup en cliquant sur non. Et il me suffit en étape 2 de cliquer sur ajouter. Les participants sélectionnés vont passer sur la page de droite. Il s'agira alors de terminer l'opération en cliquant sur enregistrer. Cette nouvelle fenêtre apparaît. Je vois que des nouvelles autorisations ont été accordées à Tintin et Milou et je clique sur afficher les autorisations actuelles des élèves créateurs pour vérifier la configuration de ce dossier. Ici donc, l'enseignant a bien conservé le contrôle total grâce aux coches vertes sur son espace de cours. Le rôle élève, toutes les personnes qui auront le rôle élève n'ont le droit que de participer et de lire, mais par contre, les élèves en tant que personnes, Tintin, Milou, voire tous les élèves de la classe, ont maintenant une coche verte dans la colonne écrire, c'est-à-dire qu'ils peuvent déposer des ressources, ils peuvent en créer. Il faut retenir que la configuration de ce dossier reste la même pour tous les fichiers, toutes les ressources qui seront ajoutées dans ce dossier. Alors, que peuvent créer les élèves? Eh bien, autant de choses que l'enseignant, à partir du moment où vous leur avez donné un rôle d'écriture, c'est-à-dire des dossiers, des fichiers, des PowerPoint, des pages, des Word, mais également toute la batterie d'activités, exercices, jeux du pendu, mots croisés, devoirs. Toutes ces activités contribueront à la consolidation des connaissances pour les élèves. Elles pourront également servir de banque de données de révision pour la classe avant une évaluation. Vous pouvez encore davantage personnaliser les droits des apprenants dans vos dossiers. Pour cela, vous vous référez au Tutorialist Learning déposé dans l'espace de cours sur l'ENT. Un autre outil disponible à partir de la création d'un devoir vous permet de donner plus de droits aux élèves par le jeu de l'évaluation par les pairs. Pour cela, vous devez cliquer sur « Ajouter » dans votre bandeau de ressources et choisir un devoir. Puis en 1, nommer l'intitulé de ce devoir. En 2, donner des consignes. Vous pouvez rajouter, vous le savez, des vidéos, des photos, etc. Vous pouvez aussi en 3 rajouter des fichiers, Excel, Word, PowerPoint. Et enfin, vous appliquez à configurer le bandeau de droite. Il faut ainsi avoir défini en étape 4 une date limite à laquelle les élèves pourront individuellement effectuer le devoir. N'oubliez pas également de configurer l'échelle d'évaluation, par note, par compétence. Vous pouvez alors, en étape 5, cocher évaluation par les pairs, puis en 6,
Vous choisirez le nombre de paires qui évalueront chaque apprenant. Au départ, je vous conseille de commencer par 1. Après la date échéance, l'ENT attribuera automatiquement les devoirs à corriger aux élèves. Cela signifie que les apprenants n'ayant pas soumis de réponse sont exclus de la procédure d'évaluation entre les pairs. Il y a ensuite une période de grâce. Ce laps de temps consiste à accorder quelques minutes supplémentaires à un apprenant se trouvant déjà sur la page de réponse afin qu'il puisse soumettre son devoir même si l'échéance est atteinte. C'est pourquoi l'attribution au pair prend environ 5 minutes. L'apprenant dispose alors des mêmes options d'évaluation que l'enseignant. Il peut visualiser et annoter le document soumis, il peut évaluer avec une compétence si l'enseignant l'avait déterminée, il peut fixer une note qu'il donnerait à l'évaluation si l'enseignant a établi une échelle de notation, et il peut faire un retour global dans l'éditeur de texte. Vous retrouverez toutes les ressources vidéo, tutos, diaporamas dans l'espace Continuité pédagogique de l'ENT Leia. Vous pouvez également m'adresser un mail à l'adresse qui apparaît si vous souhaitez être accompagné ou tout simplement échanger sur ce sujet. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous remercie de votre attention.